Donc bonjour les amis, Boubel, Omar, Wahidi, on attend dans l'arrivée du coach Mamoutou. Euh, on vous reçoit ici pour un nouvel épisode des débats de l'association marocaine de basketball sur la thématique de l'exploit malien sur le travail avec les jeunes. Comment nos collègues maliens ils développent leur basketball de façon à ce qu'ils sont performants. Donc, les secrets, leur stratégie, ce qu'on va essayer de débattre aujourd'hui avec eux. Donc, à mes côtés, il y a Monsieur Louahidi que vous connaissez tous Monsieur Mamadou Boubel Konaté, qui est le directeur technique adjoint de la Fédération malienne. Et en parallèle, on a M. Mamoutou Kane et Omarou Sidia Maïga, les deux coachs qui étaient à la base de l'exploit de la Coupe d'Afrique, puis après sur les phases du championnat du monde. Donc, je dis à mes invités bonjour et je leur laisse la parole pour se présenter au public pour qu'ils les connaissent mieux que nous. Donc, à vous la parole, Monsieur Boubel, avant d'enchaîner sur les autres coachs et notamment après Monsieur Hachem Louahid. On vous écoute, activez votre micro. Voilà. Bonsoir Aziz, je m'appelle Mamadou Boubel Konaté, je suis directeur technique national adjoint à la Fédération malienne de basketball et je me réjouis de cette vidéoconférence qui permettra de partager un peu les expériences sud-sud au niveau du basket. C'est vrai que chaque fois on a l'habitude d'aller vers des experts européens parce qu'aujourd'hui le basket avec tous les outils qu'ils ont, autant dans la nutrition, autant dans les équipements, ils sont bien au-delà de nous. Mais je pense que par un travail chacun dans son pays et surtout sur la mentalité des joueurs et l'amour de la patrie, on arrive à... Parce qu'aujourd'hui, le basket, c'est vrai, c'est un jeu, mais c'est devenu tellement scientifique aujourd'hui qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de la force et de la vigueur. Il faut avoir des coachs qui procurent un certain aura au niveau des jeunes pour que le choix qui est fait parmi ces jeunes-là soit un choix gagnant. Donc, je pense qu'au cours de ces échanges-là, on pourra partager l'expérience que le Mali a avec les coachs du Maroc. C'est déjà une expérience aussi qu'on partage déjà avec un pays limitrophe au Mali qui est l'Algérie, avec qui aussi on a beaucoup de rapports de voyage entre les pays et de stages entre des équipes entre les deux pays. Merci. Omar, tu te présentes? Oui, donc moi je suis Omar Sidia. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute, allez-y. Ok, donc merci, moi je suis Oumarou Sidia, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale I-16 féminin du Mali depuis 2008. Voilà, donc c'est ça. Ok, c'est tout bref de votre part. Donc, je cède la parole au coach Wahidi pour enchaîner sur la suite. Alors, je suis content que vous soyez là. Et comme c'est dit, on est un pays qui est fermé, est un pays qui vit sous sclérose, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est un pays ouvert et aujourd'hui, on s'est ouvert auparavant sur l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Aujourd'hui, on s'ouvre sur le Mali. Moi, je suis content parce que je connais un tout petit peu le basket malien puisque j'étais coach des U16 et j'ai participé au championnat d'Afrique de 2015. J'étais là-bas chez vous, à Bamako, et j'ai vu beaucoup de bonnes choses là-bas. Et j'ai vu aussi l'hospitalité du peuple malien et ça m'a fait plaisir de se retrouver avec vous.
Alors, ma première question avant de laisser la main à coach Aziz, c'est que vu les résultats que vous avez obtenus récemment, est-ce que ces résultats sont dus aux facteurs humains ou surtout aux facteurs financiers? Et je m'adresse à coach Boubel. Merci, coach. Bon, je pense que c'est plus le facteur humain. C'est plus le facteur humain. Depuis un certain temps, on a un plan de détection et de formation qu'on a mis en place parce que tout est financé par la fédération. C'est vrai que le ministère ne prend en charge que les voyages des équipes nationales quand on doit participer à des compétitions. Sinon, tout ce qui est internat et préparation, c'est sur les fonds de la fédération avec l'aide des sponsors. Donc, tout est dû à un facteur humain. On a une stratégie de détection sur une longue période et on a un programme d'entraînement aussi sur une longue période pour que les athlètes soient prêts le jour J. Nous, on a peut-être, je dirais, 9 mois de préparation. 9 mois de préparation avant les compétitions. Donc, je dirais que c'est plus le facteur humain. Je ne sais pas si je répondais à la question. Si, vous avez répondu à la question. Alors, vous dites que parmi les éléments… c'est visible que là, vous arrivez un petit peu à dépasser… Oui. Coach Aziz. Coach Aziz. Alors, si j'ai bien compris, Monsieur Boubel, vous avez dit que ces résultats sont dus surtout à un financement qui se fait par le ministère. Oui, je vous écoute, oui, oui. Donc, je disais que maintenant, c'est visible que vous dépassez le souci. Oui. Monsieur Boubel, oui. Vous avez dit que c'est grâce à une très bonne détection et surtout ce qui est original dans votre stratégie, c'est qu'il y a une longue période de préparation. C'est bien ça. Sur les 9 mois. Mais qu'est-ce qui est nouveau dans vous avez dit que surtout c'est le facteur de détection, une détection qui est très longue dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Au Mali, la détection commence en octobre. Aujourd'hui, on est en saison 2020. Un exemple pour la saison 2021, d'octobre à décembre, on va détecter environ 30 à 50 jeunes. 30 à 50 jeunes. Et pendant les congés de Noël, on aura 30 jeunes qu'on mettra à l'internat pour faire encore une autre sélection. Et au mois de janvier, on gardera un noyau de 15-20 jeunes avec qui on va travailler jusqu'en mai. Et en mai, on garde 15 jeunes avec qui on travaille jusqu'à la compétition. Donc, c'est vrai, comme vous dites, c'est une longue période de détection puisqu'il s'agit de 3 longues périodes de détection. Et ces jeunes-là, sur quels critères vous les sélectionnez? Est-ce qu'il y a un critère un peu particulier? Au début, la première sélection, les coachs sont là, ils vont me compléter. La première sélection, c'est vraiment, on a des compétitions de jeunes qui se déroulent au Mali. On a des compétitions qui se déroulent sur le plan national. Donc, sur le plan national, les coachs vont sur les terrains et choisissent des jeunes. Mais il y a beaucoup de centres, tous les centres de formation qui pensent avoir des athlètes qui peuvent intégrer l'équipe nationale, viennent avec ces athlètes-là au terrain. Et c'est avec tout ce pléthore qui arrive le jour des entraînements des coachs que les coachs font le choix des 30 qui vont faire la première sélection. Alors je vais poser ma question à coach Omar. Quel est le critère en tant que sélectionneur qui t'intéresse le plus chez ces jeunes-là?
Quel est le critère qui attise beaucoup plus votre curiosité? D'accord, merci. Je vous en prie. Au niveau de la sélection des I-16, par exemple, nous préparons les filles qui seraient capables de jouer chez les seniors. Bien évidemment, les critères que nous privilégierons seront les critères de capacité à continuer à jouer jusqu'à un certain niveau. Donc, il y a donc des critères de physique. Il faut d'abord avoir une certaine taille. En dehors de cette certaine taille qui est vraiment, on sait que le basket a besoin de ça. On choisit les plus talentueux, les plus talentueuses pour ce qui concerne les U16 filles. C'est le critère fondamental. Et on leur fait comprendre que l'objectif chez les U16, c'est de préparer les futurs seniors du Mali. Ça peut prendre, si tu commences U16 cette année, ça peut prendre 10 ans pour que tu arrives chez les seniors, mais il faut que tu sois une fille qui serait capable de jouer en sélection senior. Ça, c'est vraiment l'idée qu'on a en tête et c'est ce que la fédération demande. C'est surtout préparer les futures élites du Mali. Avant de laisser la main à coach Aziz qui va continuer avec coach Mamatou, vous avez évoqué un critère qui me semble très très important. Vous avez dit que coach Omar qu'il s'agit de la capacité à continuer à jouer. La capacité à continuer à jouer. Sur quel élément vous vous basez pour dire que cette fille, il a la capacité de continuer à jouer et celle-là n'a pas la capacité de continuer à jouer? Alors, donc, c'est un critère qui paraît un peu factice, mais en réalité, on a ce qu'on appelle l'œil de l'entraîneur. On voit une fille qui, on se dit, bon, si elle est dans ces conditions, à cet âge-là, à 15 ans, 16 ans, si on la met dans une certaine situation, elle peut évoluer. C'est de cela qu'il s'agit en fait. C'est de voir des filles qui seraient capables d'évoluer, qui sont capables de progresser si on les entraîne, si on les encadre. Voilà, c'est ça dont je veux parler. Je me suis fait comprendre, j'espère. Oui. Très, très, très bien même. C'est-à-dire que vous vous basez sur l'œil de Maquignon. L'œil de Maquignon est aussi, il est très, très, très important. Absolument. Quelquefois, c'est pas la science, mais on a le flair. On a le flair du coach. Coach Aziz, si vous avez des questions. Oui, bon, je salue déjà l'arrivée du coach Mamoutou. Il vient de nous rejoindre tout à l'heure. On n'a pas eu le temps de le représenter. J'espère lui donner le temps de se faire présenter au grand public ici pour qu'il puisse le connaître un petit peu avant d'enchaîner sur le reste de notre visioconférence. À vous la parole, monsieur Mamoutou. Allez, merci coach, merci à tout le monde. Je suis coach Mamoutou Kane, je suis l'actuel entraîneur national de Mali de U17. J'ai eu la chance de participer à la Coupe du Monde en 2018. J'ai eu la chance aussi de donner le premier trophée chez les hommes au Mali. Donc en 2017, avec la génération de Oumarou Ballo et de Siriman Kanouté. D'accord. Moi, j'aimerais un petit peu revenir avec le coach Omar et notamment notre directeur technique adjoint sur le nombre de matchs que ces jeunes-là ils jouent dans le championnat malien pour dire qu'ils sont compétitifs pour jouer à un championnat d'Afrique et par la suite, comme on a vu tous ensemble, on était très contents de le voir pour partir dans une grande échéance internationale. C'est-à-dire, quel est le nombre de matchs que ces jeunes-là ils disputent dans le championnat malien pour être compétitifs et aller vers des échéances africaines et internationales? Je vais laisser le soin à Oumar de répondre à cette question. Avec plaisir. À toi, Omar. Okay. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, il y a un championnat chez les minimes. Donc, les minimes jouent un championnat régulier durant toute l'année. Ce championnat peut les amener à quelque chose comme 15-20 matchs dans l'année. Et les meilleurs des minimes peuvent avoir la chance aussi de jouer chez les cadettes. Et les meilleurs des cadettes peuvent aussi avoir la chance de jouer chez les juniors. Donc, ça fait un total de 5 ans, je veux dire 15, 20, 30 matchs dans l'année pour les enfants.
Là, vous êtes sur une moyenne de 15-20 matchs par saison. Généralement, sur le niveau mondial, on doit être sur 35-40 pour être sur un niveau compétitif. Mais là, je vois que avec ce nombre de matchs, vous vous en sortez quand même pour avoir le. Est-ce que vous avez des critères déterminés pour sélectionner les joueurs? Et ça, pardon? Pardon? Est-ce que vous avez des critères déterminés pour sélectionner les joueurs pour l'équipe nationale? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sur des critères physiques, techniques, physiologiques? On ne peut pas parler trop tactique parce qu'à moins des saisons, c'est un peu compliqué. Non, mais certainement, vous avez des critères pour le choix de ces joueurs-là pour se dire que ces joueurs-là, ils valent le coup d'être sur l'équipe nationale. Coach Aziz, ça c'est une question qu'on va poser puisque Omar il a donné déjà quelques éléments de réponse. Peut-être qu'il y avait une coupure de connexion. La question est adressée à coach Mamadou. Oui, donc rectificatif, coach Mamoutou, comme vous pouvez Mamoutou, ok. Tout à fait. Excuse-moi, Mamoutou. En fait, c'est la transformation de Mohamed ou Mahmoud. Ah, ok. Voilà. Donc, comme ça a été mal écrit dès le début, donc le nom est resté comme ça, Mamoutou. Ok. Voilà. Donc, tout à fait, nous avons vraiment des critères de sélection. Nous nous basons sur des principes, notamment la capacité physique. Notamment la capacité physique, coach Omar l'a dit, ça c'est la première des choses, à faire. Là, n'en parlons pas. On est obligé de se baser sur la qualité physique des athlètes parce que, quoi qu'il en soit, il faut que l'athlète soit véritablement physique. Mais il y a un aspect aussi très important que nous nous basons, c'est-à-dire un jeune qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, ça fait partie de nos critères. C'est-à-dire il ne faut pas sélectionner des enfants qui sont trop timides, qui ne sont pas capables de regarder les autres en face. Donc ça, c'est très important chez nous dans nos critères de sélection. Ensuite, la disponibilité même de l'enfant. Un enfant, mieux vaut, c'est-à-dire un enfant qui est talentueux, qui n'est pas disponible, n'a vraiment pas la chance de continuer avec nous. Donc la disponibilité des jeunes, ça c'est très important. Mais il y a également la morphologie même des enfants. Un enfant qui est capable de progresser en regardant bien, quand on est un véritable technicien, en regardant bien un enfant qui est capable de progresser, nous le savons et nous détectons ces gènes-là comme ça. Donc, voilà des points sur lesquels nous nous basons généralement pour faire la sélection. Mais il y a un échantillonnage quand même très large chez nous. Chez les dames, chez les filles, c'est encore facile, mais chez les garçons, c'est un peu compliqué parce que beaucoup de filles travaillent. Déjà, on a constaté chez nous que les filles parviennent à faire beaucoup de résultats depuis très longtemps. C'est parce qu'elles viennent très tôt dans le basket. Mais maintenant, les garçons aussi ont commencé à venir. Donc là, nous touchons, chez les garçons, là, on touche à plus de 200 gosses pour pouvoir prendre 12 au finish. Donc, dans toutes les sélections, on touche à plus de 200 jeunes, et quand même chez les U16. Voilà. Donc, en gros, nous nous basons sur ces choses-là pour pouvoir faire notre sélection. Ce sont nos critères, en fait. Alors avant de céder la parole à coach Aziz, vous avez dit tout à l'heure, coach Boudel, que vous regroupez les enfants sélectionnés dans des classes pour qu'ils s'entraînent et pour qu'ils fassent leurs études. Ils s'entraînent combien de fois par semaine, ces gens-là? Combien d'heures par semaine? Les entraînements aujourd'hui chez les U16 vont de 1h30 à 2h, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Mamoutou, pour la petite histoire, c'est vrai que c'est lui qui a pris la première coupe d'Afrique chez les garçons, parce qu'il n'y a que les filles qui ont 14 coupes d'Afrique. Donc, chez les garçons, c'est Mamoutou qui a pris la première coupe d'Afrique chez les hommes. Ce qui ne dit pas, c'est qu'il a eu énormément de mal quand il dit qu'il prend il a une palette de 200 jeunes avant d'arriver aux 12 qui doivent compétir. Ces 200 jeunes, il les choisit d'octobre à novembre, et il doit donner à la fédération une liste de 20 à 25 jeunes
pour les congés de décembre. Donc, les congés de Noël, c'est le premier stage qu'on met en place au niveau de la Je crois qu'il y a une interférence, il y a un téléphone ou quelque chose de technologique à côté d'eux. Exactement. Voilà, c'est bon, c'est résolu. Maintenant, c'est résolu. Il n'y a plus cette interférence. Oui, vous continuez, Monsieur Baudel, il y a à côté de vous, il y a à côté de vous soit la télévision, soit la radio, soit un téléphone qui est allumé. Il faut l'éteindre. C'est bon? Ça, c'est mieux. C'est parfait maintenant, c'est parfait. Ah oui. J'ai mis les minutes parce que... Donc, ce n'est pas facile parce que lui, son premier échantillonnage de 30 a écarté, si je ne me trompe pas, 22 parce qu'en janvier, quand il retient ces 20 personnes, on fait un test d'âge pour vérifier les âges des enfants. On a enlevé 22 joueurs chez Mamoutou. Et il a dû refaire un autre test, un autre recrutement pour le mois de février, avant les congés de Pâques, où on a coupé encore 8 avant d'avoir ces 12 qui sont allés à la Coupe d'Afrique. Donc, chez les U16, c'est assez compliqué. Chez les juniors, ça va. Mais ceux qui peuvent faire un recrutement de 10 personnes, sur 30 personnes, on arrive à couper pour que les jeunes qu'il faut. C'est énorme le travail que ça fait. Monsieur Boubel, si vous arrivez il y a une radio à côté de vous ou une télévision qu'il faut éteindre. Ce que vous dites des choses intéressantes. Vous êtes en train de dire des choses intéressantes et on n'arrive pas à vous entendre 100%. Okay. Il y avait 2 ordinateurs. C'est bon. C'est pour cela qu'on n'a pas pu. Alors, si on a très bien compris, vous avez dit que sur 200 personnes, vous faites des sélections et des élections pour obtenir uniquement 12 à la fin, au mois de février. Vous avez 12. 15 au mois de février. 15 au mois de février. Alors, pour les 15, ils s'entraînent combien de fois par semaine? Puisque c'est des enfants qui, généralement, ils s'entraînent, je dis 3 fois par semaine, je pense. Si les coachs sont là pour me coacher, surtout le week-end. Je crois les U16, c'est samedi et dimanche, je crois, 2 fois. Oui, c'est ça. En fait, on s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, 3 fois par semaine en début de sélection. Mais c'est des enfants aussi qui sont dans des centres où ils s'entraînent pratiquement tous les jours. Donc, au niveau de l'équipe nationale, l'entraînement se fait 3 fois par semaine. Progressivement, on va à 4 plus 5. Et vers la phase pré-compétition, on s'entraîne pratiquement tous les jours de la semaine. Alors, coach Aziz, ça va être ma dernière question pour que tu enchaînes. Alors, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'au niveau de quand ils sont regroupés dans des établissements, ça veut dire qu'ils s'entraînent deux entraînements de différentes espèces. Un entraînement qui est fait par l'équipe nationale et un autre entraînement, si j'ai bien compris. Qui c'est qui les prend en charge pour ces entraînements-là? Le sélectionneur. Et pour l'école, qui c'est qui les entraîne? Non, ils sont dans des centres et ils sont à l'école. C'est-à-dire que c'est un cas très particulier au Mali. L'histoire de sport-études, c'est maintenant que nous sommes en train de l'expérimenter véritablement. Sinon, fondamentalement, c'est un truc qui n'existe pas.
on est en train de l'expérimenter maintenant. Donc, avant, comme ça n'existait pas, on tient compte du fait que les enfants doivent aller à l'école. Donc, après l'école, les enfants viennent aux entraînements dans leurs centres. Les centres sont généralement proches des écoles, donc les enfants s'entraînent là-bas. Les jours où la sélection s'entraîne, ça, c'est les week-ends généralement, parce qu'on se dit que les week-ends d'après-midi, les enfants ne vont pas à l'école. Donc, généralement, vendredi après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi. Je dis bien ça, c'est au début, parce qu'il y a un grand nombre d'athlètes. Puis, progressivement, en fonction des sélections, on se retrouve à 4 entraînements par semaine. Et vers la dernière phase, lorsqu'on serait vraiment à 15, on fait toute la semaine. Et ces phases d'entraînement sont ponctuées par, comme Boubel l'a si bien dit, pendant les congés de Noël, il y a un premier regroupement de 20 personnes. Ensuite, les congés de Pâques, on fait aussi un autre regroupement de 20 personnes. Et généralement, les compétitions se tiennent vers la fin de l'année. Alors là, on aura eu le temps de vraiment nous préparer et de faire la liste des 15. Ce serait, comme vous avez dit, les critères physiques, techniques. Mais plus on progresse vers la compétition, on va vers des critères technico-tactiques, sans oublier bien évidemment les critères physiques. Oui, donc c'est clair. Là, je reviens un petit peu à notre ami Mamadou, le patron de la gestion technique avec le directeur technique national. Sur votre programme national, est-ce qu'il y a un intérêt déterminé pour le nombre de matchs joués ou sur la formation des coachs ou sur la préparation des générations de l'équipe nationale? Je m'explique. Est-ce que vous allez mettre le point sur un championnat où vous allez sélectionner les meilleurs joueurs ou vous êtes déjà sur des joueurs qui sont détectés et vous allez les suivre durant le championnat? Et derrière encore, est-ce que vous allez annexer des coachs qui sont un petit peu expérimentés, doués, bien formés, pour pouvoir mettre à jour votre stratégie de technique pour l'équipe nationale? Votre micro, Boubel, votre micro est fermé. Par rapport au choix des coachs. Tous les coachs qu'on a choisis ont été choisis sur des critères d'expérience. Diplôme, il faut qu'ils aient le diplôme de coach. Il faut qu'il ait une expérience, il faut qu'ils le prouvent sur le terrain. Donc, tous les coachs qu'on a choisis sont des coachs qui ont été champions du Mali ou vice-champions du Mali. Donc, c'est des coachs qui ont entraîné des équipes de première division. Je n'ai pas peut-être pas allumé l'ordinateur de loin pour le dire. Mamoutou a été en fille, je crois, 2 fois champion du Mali et vainqueur de la Coupe du Mali aussi. Diko, qui a pris les U18 garçons, a été aussi champion du Mali et vice-champion du Mali. Bamba, qui fait les U18 garçons. Donc, c'est tous des coachs qui sont sortis vainqueurs du championnat malien en filles ou en garçons, qu'on a coopté pour prendre ces équipes-là. Et bizarrement ou heureusement, à l'année où ils ont été choisis, ils ont été champions d'Afrique. L'année où ils ont été choisis, ils ont été champions d'Afrique. Donc, ça montre que pour le choix des coachs, il ne faut pas faire de la partialité, il ne faut pas faire de l'arbitraire, il faut les choisir sur la base des résultats. Donc, ils ont été choisis comme ça et ils ont un contrat annuel. Tous nos coachs ont un contrat annuel, ils sont payés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, ça permet de mieux s'occuper des jeunes qu'ils ont. Et comme Moumar l'a dit, on a un championnat minime cadet, junior et senior. Donc, on a un championnat national dans toutes ces catégories. Ça part des districts, ça part des ligues et ensuite, il y a le championnat national. Donc, quand les athlètes sont choisis, ils sont dans les centres. Donc, au Mali, on a 200 centres de basket. 200 centres de basket qui s'occupent des enfants et qui s'occupent aussi de la scolarité des enfants. Il y a beaucoup de centres aujourd'hui qui insistent sur
les relevés, qui s'occupent des notes, parce que les enfants savent que pour jouer au basket, il faut qu'ils aient la moyenne. Et nous, à l'équipe nationale, on s'occupe de ça. Les entraîneurs ne suivent pas les joueurs automatiquement. Le collège, il y a un collège d'entraîneurs s'appuie sur les directeurs des centres, les gérants des centres de basket pour le suivi des joueurs. Parce que quand un joueur ou une joueuse est choisi, c'est l'honneur du centre. Donc aujourd'hui, on a des centres qui ont toujours un joueur ou deux joueurs en équipe nationale. Donc ça fait qu'il y a une compétition au niveau des centres qui permet de nous donner des athlètes qui sont déjà compétitifs. Monsieur Boubel, il y a toujours ce problème de sang. Il y a une machine qui est à côté de vous et qui dérange vraiment. Bon. On va aller l'habitude de travailler. Boubel, avant d'enchaîner Boubel, je dois dire aux présents ici, Omar et Mamoudou, que notre collègue aujourd'hui, Mamadou, il fête son anniversaire. Aujourd'hui, le 7-7, c'est son jour d'anniversaire. Donc, on vous souhaite joyeux anniversaire avec tous les meilleurs vœux du monde. Merci. Notamment encore revenir en championnat d'Afrique, championnat du monde et encore de belles performances dans le futur. Allez, joyeux anniversaire, Boubel. Si vous permettez bien, joyeux anniversaire, Boubel. Joyeux anniversaire. De notre débat, qui dit formation de joueurs, il dit automatiquement formation des coachs. J'aimerais bien avoir une idée sur les formations qui existent au Mali. Sur les formations qui existent au Mali et le nombre de formations que vous faites par année. Les formations classiques FIBA, niveau 1, niveau 2. Le niveau 1, on arrive souvent à faire même 3 formations dans l'année. Et le niveau 2 aussi. Et sur le plan national, on a 2 instructeurs FIBA, Sogoré et Alkaya, qui font à la demande de la fédération ou à la demande des ligues qui dispensent des formations. Donc, on a une moyenne de 5 formations en niveau 1 et 5 formations en niveau 2 chaque année. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Boubel, vous m'entendez? Vous êtes là? Oui, je t'entends. Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez des... Oui, vous m'entendez, Boubel? Oui, je vous entends, je vous entends. Non. Ok, c'est parfait. Est-ce que vous avez des exigences de passage entre un niveau et un autre niveau? On va supposer un coach de degré 1 vers un degré 2 ou vers degré 2 vers degré 3. Quelles sont les exigences pour passer d'un niveau à un autre niveau? Les exigences, bon, c'est déjà le niveau 1 déjà. Tout ce qui pour entraîner, pour être déjà entraîneur d'un club de basket de première division, il faut être de niveau 1. Il faut avoir au moins le diplôme de niveau 1. Mais parmi les exigences de niveau 2, il faudrait que le coach ait au moins passé une année en niveau 1 pour qu'il puisse passer à niveau 2. Donc, c'est cela. Parce que au niveau du passage de grade, c'est l'assimilation des requis qu'il a. Donc, quand il passe le niveau 1, il faut au moins qu'il prouve sur le terrain, retourne dans son centre, dans son club. Vous m'entendez? Difficilement.
Difficilement, on vous entend difficilement. Il y a toujours ce problème de son. Mais regardez, on a capté un peu l'essentiel de ce que vous avez dit. On a capté un peu l'essentiel que vous avez dit, c'est que par niveau, vous arrivez à avoir 5 formations annuelles. Ça, c'est très bien. Alors, je vais m'adresser tout particulièrement à Mamoutou et coach Omar. Une fois que vous arrivez à obtenir les 12 joueurs. Donc, c'est une formation qui s'étale, c'est une préparation qui s'étale sur les 9 mois, comme vous avez dit. D'accord. Moi, j'aimerais bien que vous me parliez du dernier mois avant une échéance. Qu'est-ce que vous faites le dernier mois avant une échéance, que ce soit au niveau des filles et au niveau des garçons, au niveau de la préparation? Qu'est-ce que vous faites les dernières 45 jours? Mamoutou, allez-y. Ok. D'abord, j'aimerais aller un peu au-delà et je vais terminer par les derniers 45 jours. En fait, c'est pour rejoindre tout simplement coach Omar qui a touché à la modalité de préparation, les entraînements hebdomadaires, 2 entraînements, voire 3 entraînements. Au fur et à mesure que nous nous approchons de l'échéance, on augmente un peu le nombre de séances d'entraînement. Donc, nous allons jusqu'à 6, voire 7 souvent. Ça dépend des objectifs fixés. Alors, à un moment donné, c'est-à-dire après le mois de mars, nous rentrons, selon notre vision, dans une phase active. Donc, pendant cette phase active, nous avons adopté une politique de compétition. C'est-à-dire, vous avez touché au nombre de matchs des jeunes, il faut aller à 45 matchs, voire plus. Donc, le fait que les jeunes se limitent à 20, voire 25, voire 30 matchs par an. Donc, nous, pour compléter cela, alors nous programmons d'autres matchs amicaux. Et notamment, nous partons d'une manière croissante. Cette croissance, ça commence au niveau de leur catégorie, leur propre catégorie, donc qui sont les cadets. Et nous allons jouer aussi contre les juniors et contre les seniors de deuxième division, notamment des équipes qui se préparent pour jouer pour jouer la montée, ou l'équipe qui a accédé déjà à la première division qui se prépare pour l'année prochaine. Donc, on joue beaucoup de fois contre ces équipes. Donc, dans les 45 derniers jours ou les derniers mois, on a une phase de regroupement, donc qui est le regroupement final. Pendant cette phase, nous programmons des matchs amicaux également. Donc, ça va coïncider tout à fait avec l'arrivée de certains qui sont à l'extérieur. Donc, quand ceci-là arrive, donc, nous facilitons tout simplement l'intégration de ces jeunes-là au groupe. Voilà. Donc, une fois ce processus débuté, donc, nous procédons également à des matchs amicaux. Donc, cela va nous permettre quand même à ce qu'il y ait de l'automatisme dans le Donc, jeu. si j'ai bien compris, coach Mamoutou, c'est que pour qu'il y ait cette compétitivité de l'équipe, vous augmentez le nombre de matchs pour que vous arriviez à 40 matchs, 40-45 matchs par an. Tout à fait. C'est impératif parce que ce sont des jeunes. Parce que la première des choses pour aguerrir les jeunes, c'est la compétition. Quand les jeunes ne jouent pas, donc il faut créer quand même des voies et moyens pour qu'ils aient plus de compétition. Donc, est-ce que les matchs que vous jouez, c'est des matchs locaux, c'est des matchs à l'extérieur, c'est quoi au juste? On ne joue jamais un match à l'extérieur. Nous, notre politique est basée sur l'intérieur parce que nous avons la majeure partie de nos éléments sous la main. Donc, de ce fait, nous focalisons sur des équipes qui sont sur place plutôt, qui sont prêtes quand même à nous affronter. Donc, on n'a pas peur des catégories. Donc, on peut jouer contre n'importe quelle équipe qui sont sur place. Nous invitons tout le monde. On fait un programme, nous invitons tout le monde. Toute équipe qui accepte de jouer contre nos jeunes, on est prêt à jouer contre ces jeunes, que ce soit des juniors, des cadets et des seniors. Vers la dernière phase, là, donc, on joue plus contre les seniors. Au lieu de jouer contre des jeunes, là, on monte quand même la barre. Alors, avant de laisser la main à coach Aziz, j'aimerais bien se faire une idée à propos de Omar. Est-ce que c'est la même chose? Oui, on a à peu près le même modèle d'entraînement. Donc, quand on arrive à 45 jours avant la compétition, cela correspond à une phase pré-compétitive, comme il l'a si bien dit. On fait donc
des entraînements modélisés. On peut faire des matchs pendant lesquels on arrête pour faire des corrections, ou on peut faire des matchs pleins avec statistiques et tout pour pouvoir après préparer les enfants, parce que c'est la phase pendant laquelle on s'appesantit un peu plus sur la technico-tactique et psychologie que sur la condition physique. Donc, puisque la condition physique est déjà maintenue, la technique continue petit à petit, mais on introduit un peu plus de tactique, mais surtout sur le facteur psychologique. On insiste sur le facteur psychologique. D'accord, on vous remercie pour ces détails-là. Là, il y a une question qui vient tout juste de l'Espagne, hein. Il y a des gens de l'étranger de l'Europe qui suivent un petit peu les émissions. Ils sont intéressés par cette expérience malienne. La question est la suivante. Comment vous travaillez au niveau de la base? C'est-à-dire, avant que ces joueurs-là arrivent en équipe nationale, c'est au niveau des clubs. Comment se fait le travail? Est-ce qu'il y a une stratégie verticale, c'est-à-dire la direction technique nationale qui fait descendre vers les clubs et les clubs qui suivent, ou généralement, c'est les clubs qui font leur boulot, ils travaillent comme ils peuvent, c'est-à-dire les directeurs techniques de club, en coordination avec directeur technique de ligue et par la suite nationale, ou comment se fait-il que, parce qu'avant que ces joueurs-là ils arrivent en U16, il y a une base de travail, ça c'est sûr. Les fondamentaux, l'initiation, familiarisation, départ direct, départ croisé, les slides et ainsi de suite. Donc, qui fait ce boulot-là avant que ces joueurs-là ils arrivent moyennement préparés sur les U16 au niveau des centres et puis après au niveau de l'équipe nationale. Donc en fait, ça, c'est une question pour les trois invités, hein. N'hésitez pas. Hein. Ok, donc sur ce point, moi, j'aimerais quand même donner mon point de vue par rapport à ça. Il faut comprendre une chose, le Mali est un cas. Le Mali est un cas particulier dans le monde. Si je dis ça, que le Mali est un cas particulier dans le monde, parce que le Mali a beaucoup de centres de formation aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'est l'avènement des centres de formation qui a fait que le Mali parvient aussi à faire tous ces résultats-là. Donc, ces centres sont dans les rues, dans les quartiers, donc partout à Bamako et à l'intérieur du Mali, il y a des centres de formation. Donc, ces centres certains sont bien structurés, d'autres ne sont pas bien structurés. Mais la chose la plus importante, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des jeunes. Ça peut être quelqu'un qui a un diplôme, d'autres n'ont pas de diplôme. Des anciens joueurs qui créent leur centre. Donc, si un ancien joueur crée son centre, alors il y a quand même la connaissance minimum quand même pour donner pour donner quand même les choses minimales quand même à un joueur pour que ceci quand même pour que ces joueurs-là apprennent. Donc, ces centres travaillent dans leur contexte précis. Voilà. Mais de toutes les façons, tout ça là est coordonné quand même par la direction technique parce que la fédération, à travers la direction technique, a les yeux fixés sur l'ensemble des activités qui se passent au Mali, que ce soit à l'intérieur ou à Bamako. Donc, quand nous lançons notre présélection, nous faisons appel à tout le monde. Voilà, donc ça trouve que ces jeunes-là ont quand même la base solide. Donc, c'est le lieu quand même de remercier les promoteurs des centres et les coachs de ces centres-là qui forment ces jeunes-là. Donc, en un mot, ce sont des centres de formation et les clubs qui ont des centres aussi à leur niveau qui apprennent quand même aux jeunes à jouer au basket. L'objectif final étant permettre aux jeunes de bien s'exprimer sur un terrain de basketball. Voilà, à mon avis, les différents niveaux où il y a l'apprentissage quand même de ces jeunes-là, de ces gestes techniques ou tactiques. Coach Omar, qu'est-ce que vous en dites? Oui, comme a dit Mamoutou, effectivement, ça se passe comme ça. La direction technique a un nez plutôt lointain sur la chose. Mais il faut reconnaître que maintenant, il y a une volonté de structurer tout cela, de mettre de l'ordre dans ça et de faire un programme unifié de travail. Ce que la direction technique proposait au centre, parce que pour créer un centre, il faut d'abord un agrément de la fédération. La direction technique propose des compétitions à ce centre sans exiger un programme de formation.
Maintenant, à l'occasion de ces compétitions qu'on appelle festival de basket ou bien conférence de basket, ça s'étend sur un week-end, on voit les plus talentueux de ces centres-là. Ce sont eux qui ont la chance d'être sélectionnés en équipe nationale. Maintenant, arrivé chez les U16, on prend aussi un temps. On parlait de la première partie de la sélection. Ce temps-là est consacré à la révision technique et à refaire un peu certains détails sur le plan technique. Mais véritablement, l'essentiel du travail se fait au niveau de ces centres-là. Mais je crois que maintenant, la direction technique envisage de plus en plus, parce qu'il y a le mini-basket qui est en train d'arriver en force, d'être structuré. Et au niveau de la fédération, il y a une commission jeune, il y a une commission chargée des jeunes aussi. Donc, ils sont en train de mettre en point un programme qui va nous permettre maintenant, véritablement, d'harmoniser le programme de formation. Mais sinon, jusque-là, c'est laissé vraiment à l'initiative de chaque promoteur de centre de faire son travail comme il le veut, sans aucun programme. L'essentiel étant que les enfants soient amenés à être capables de jouer au basket. Boubel, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? On n'entend rien, Boubel. Je crois que c'est votre ventilateur qui fait le bruit, je crois. Je ne suis pas très sûr. Hein. Il y a toujours un problème de son. Activez votre micro, Boubel, s'il vous plaît. Votre micro, Boubel, c'est toujours fermé. Boubel, votre micro, on ne vous entend pas. C'est toujours activer votre micro. C'est en bas à gauche de votre écran. Je crois que Boubel, il a un problème de connexion. Avant de céder la parole à coach Louahidi, j'aimerais revenir un petit peu sur cette spécificité malienne. Le Mali, à l'intérieur de toute l'Afrique, il arrive à préparer des bonnes équipes qui aillent décrocher des titres au niveau africain et puis elles partent au niveau de l'échelon international. Est-ce que c'est sûr ce que j'ai retenu aujourd'hui que ça dépasse le facteur matériel, ça c'est sûr. C'est plus cette envie de se dépasser, le travail, un enchaînement via les centres de formation, les anciens joueurs qui aident de leur côté, la direction technique qui essaie un petit peu de recadrer le travail. Donc, je trouve que là, c'est une formule un petit peu malienne spéciale qui a donné ces résultats. Je vous félicite par l'occasion. Mais là encore, vous êtes sur les échéances internationales, championnat d'Afrique, championnat du monde. Comment vous faites pour préparer ces jeunes-là pour être compétitifs et aller vers les victoires? Oui. D'abord, il y a quelque chose qui est très, très intéressant dans la formation des jeunes. D'ailleurs, de tous les athlètes, et ça, c'est la préparation psychologique qui est vraiment primordiale pour la réussite d'un joueur ou pour la réussite d'une équipe quand même à avoir un trophée. Voilà. Donc, ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Des joueurs qui sont talentueux, qui sont techniques, tactiques. Franchement, s'ils ne sont pas préparés psychologiquement, ils ne pourront pas. C'est-à-dire, nous avons une idée. C'est cette idée que nous sommes en train d'inculquer dans la tête de nos jeunes, c'est-à-dire tous les jeunes qui passent par nous. Donc, le basket, ça se passe où? Ça se passe sur un terrain de basketball qui est... Voilà. Donc, il faut que les jeunes aient quand même cette mentalité forte-là, cette capacité de se battre contre n'importe qui, quelle que soit la couleur, quel que soit le niveau de l'adversaire, il faut que les jeunes soient capables de se battre. Donc, nous avons notre façon de faire. Chez vous, c'est-à-dire en Europe ou aux États-Unis, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Mais nous, les coachs maliens, nous sommes aujourd'hui notre psychologue parce que nous formons nos jeunes à travers nos idéaux. Donc, on prépare les jeunes dans ce sens, quoi. C'est-à-dire, nous n'avons pas tous les moyens pour pouvoir quand même gérer
notre staff technique, parce que les psychologues nous manquent. Mais nous préparons nos jeunes quand même à être capables de se battre contre n'importe qui. Je vous donne un exemple concret. La Coupe du Monde 2018, U17, franchement, nous, on a voulu faire de résultats, de l'exploit que les U19 ont pu faire ça. Quelque chose nous a manqué. Voilà, c'était d'autres éléments qui sont, c'est-à-dire des joueurs de champ qui étaient capables de marquer au moins 10 voire 15 points. Malheureusement, on n'avait pas eu, sauf Sirma et Balo, dont l'équipe était, qui étaient quand même les noyaux forts de l'équipe. Et ces jeunes-là ont joué contre d'autres pays, contre les États-Unis, ils ont joué contre, par exemple, la Turquie, j'allais dire, contre quand même les pays européens. Maintenant, arrivé à la Coupe du Monde, c'est-à-dire ils ont joué ça, ils sont allés jouer également la Coupe d'Afrique ici à Bamako en U18. Et à la Coupe du Monde, ils étaient vraiment aguerris en quelque sorte. C'est-à-dire ils n'avaient plus froid aux yeux parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient jouer contre n'importe quelle équipe du monde. Vous voyez? Donc il y a eu un peu de renfort, il y a eu l'exploit, on est allé jouer la finale. Donc nous préparons nos jeunes pour que, quand même qu'ils soient psychologiquement forts, mentalement. Merci coach Mamoutou. Alors, si j'ai bien compris, votre stratégie de préparation, surtout on est en train de parler des 45 dernières jours, vous avez dit que, c'est-à-dire que les matchs amicaux, ils se font à domicile, c'est-à-dire il n'y a pas de préparation qui se fait à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est une stratégie qui est basée sur le facteur humain malien. Ça, c'est très important. Le deuxième facteur, vous avez dit qu'il faut que vous prépariez sur le plan psychologique vos joueurs pour qu'ils n'aient pas ce sentiment d'infériorité en jouant contre l'URSS ou les États-Unis, ou contre la Serbie ou la Lituanie ou la France. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un autre élément. Vous avez dit aussi... Vous avez dit aussi que vous jouez beaucoup de matchs. Alors moi, j'aimerais bien revenir. Sur les matchs. Alors, pour les matchs que vous jouez à domicile, Pour les matchs que vous jouez à domicile, vous dites que ça c'est pour élever le niveau de compétition. Alors moi, j'aimerais bien savoir où vous pouvez trouver, c'est-à-dire des joueurs, des équipes qui peuvent rivaliser avec 12 sélectionnés sur tout le Mali. En fait, pendant la phase de préparation, les 12 ne sont pas sélectionnés pendant les 40 jours. C'est-à-dire, les 12 seront annoncés à la veille du départ. Voilà, donc les sons là, ça dérange trop. Hein. Je crois que ce que Mamadou a dit, on ne joue pas contre des cadets contre des cadets, par exemple. C'est ce que Mamadou voulait vous dire. On est très sûr que les 12 sélectionnés sont les meilleurs cadets, en tout cas, qu'on a. Exactement. Maintenant, les autres clubs, les équipes contre lesquelles on joue, ça peut être des équipes cadettes, même si on sait que c'est des équipes qui ne pourront pas tenir face à la sélection, mais on va voir quelle va être la réaction de la sélection face à une équipe de moindre niveau. Et parfois, on joue contre des juniors. Là, on sait que le niveau est plus élevé et on finit par jouer contre des seniors aussi. Le niveau est encore plus élevé et ça permet d'aguerrir les U16 et de leur faire comprendre ce qui peut les attendre. Donc, c'est comme ça, c'est comme on veut vous dire. Bon, nous, chez les filles, on ne peut pas avoir cette opportunité-là. C'est très difficile pour nous d'avoir des cadettes ou bien des juniors sur place. Parfois, nous privilégions des minimes garçons. Nous jouons contre des minimes garçons ou bien nous jouons contre les cadets garçons. Voilà. OK, c'est bon. Ça, c'est une très, très bonne idée, surtout pour les équipes féminines. Comment on peut envisager cette solution aussi, faire jouer des cadets contre des juniors. Et comme ça, ça va permettre un peu d'élever le niveau de compétition. En 2015, vous avez joué. Oui, si vous avez quelque chose à ajouter.
Voilà, j'aimerais rectifier un tout petit peu un passage, quoi, parce que là, ce n'est pas, les 12 ne sont pas retenus 45 jours avant le départ. Voilà. Parce que là, certes, c'est la phase active, on doit faire la mise au vert. Ça trouve qu'on a le dernier regroupement, on fait avec 15 joueurs. Parce que si on sélectionne 12 joueurs pour 45 jours, ça, le risque est énorme. Donc, avec ces Oui, risques de blessure, tout ça là, donc oui, oui. personne Il y ne a- prend le risque quand même de retenir 12 personnes quand même 45 jours avant une compétition. Donc, oui, oui. on a 15 joueurs, on fait des compétitions, comme Oumar vient de vous expliquer, on fait des compétitions comme ça. Donc, souvent, il y a des équipes on joue contre des équipes faibles, on joue contre des équipes de même niveau et des équipes très, très fortes. OK. La finale en 2015, c'était une finale entre l'Égypte et le Mali. Alors si j'ai une bonne mémoire, c'est qu'il y avait c'est qu'il y avait deux joueurs, si c'est pas trois, si je me trompe pas, qui évoluent en dehors du Mali. C'est-à-dire qui évoluent dans des championnats américains, dans le championnat américain ou européen. Est-ce que vous ne trouvez pas de difficulté d'intégrer les joueurs qui viennent un peu de l'étranger? En 2015, moi, je n'étais pas l'entraîneur national et moi, je suis venu en 2016. Donc, après la finale de 2015, après l'échec de 2015. Alors, pour revenir juste à votre question, certes, on a un peu de difficulté. Mais si on trouve des joueurs qui sont hyper intelligents, qui sont capables de s'adapter, donc la difficulté ne serait vraiment pas du tout grande. Voilà. Par exemple, dans notre équipe qui a remporté le premier trophée en 2017, on a fait ça avec la grande partie des joueurs locaux. Un seul joueur évoluait en Espagne qui était Oumar Ballo, qui est venu 15 jours avant le coup d'envoi, qui a su s'adapter. Donc, si on n'explique pas à quelqu'un que Oumar Ballo était le seul joueur qui a joué à l'extérieur, personne n'allait savoir. Donc, c'était le seul joueur qui a évolué à l'extérieur, qui a joué en Espagne, qui était le meilleur joueur d'Espagne à l'époque. Donc, qui est venu booster quand même ces dons. On a préparé du mois d'octobre au mois de juin. Donc, voilà. Oui, Boubel, vous voulez ajouter quelque chose? Boubel, on vous écoute. Des joueurs qui ont fait ça, 80% des joueurs qui sont aux États-Unis sont des joueurs Oui, Boubel a vraiment des problèmes de son, je crois. Bon, en fait, Ouais, en 2015, comme vous dites, certainement son téléphone ou quelque chose de radio-magnétique à côté de son ordinateur. C'est ça qui dérange. C'est bizarre, hein? donc, je disais en 2015, comme vous dites, en 2015, l'équipe cadette, il y avait effectivement 3 joueurs, mais ce sont des joueurs qui ont quitté le Mali pour aller dans des collèges aux États-Unis. Collège, ouais. Donc, c'est des gens qu'on connaissait déjà, qui connaissent déjà le groupe, qui ont eu peut-être même l'occasion de faire une première apparition avec le groupe avant de s'expatrier. Et juste, on les a fait appel. Je me rappelle, par exemple, le capitaine Karim, Abdel Karim. Il est formé à Bamako. Il était déjà avec ses enfants-là à Bamako avant d'avoir la chance de partir après un camp aux États-Unis pour un collège. Donc, l'intégration ne peut pas être difficile. Le cas que Mamoutou vient de citer, Balo aussi, c'est la même chose. Il a quitté le Mali avant d'aller, il a d'abord été formé, il a eu ses bases au Mali avant d'aller en Espagne. Donc, c'est quelqu'un qui connaît pratiquement et le contexte et les joueurs. Donc, leur intégration n'est pas difficile. Par contre, chez les U16 filles, on a eu aussi ce cas. Mais c'est seulement pour aller en Coupe du Monde. On a eu une fille, une ou deux, 3 filles qui sont venues de France. Bon, on les a mises avec les autres
Il y a deux qui n'étaient pas à niveau, en tout cas qui ne remplissaient pas les conditions que nous souhaitions. On les a remerciés. Mais Im qui est parti avec nous en Coupe du Monde. Donc l'intégration ne pose généralement pas de problème. Ok, j'aimerais bien un petit peu rebondir sur vos échéances internationales pour voir un petit peu ces jeunes-là, 16 ans, qui sont encore en phase d'adolescence, avec toute la pression de l'affirmation de soi, le développement technico-tactique. Si on se compare par rapport à l'Europe, on voit les équipes de Lituanie, de Serbie, d'Espagne et tout. Ces jeunes-là qui viennent de l'Afrique, du travail à la maison, avec un peu de renfort à l'extérieur, comme vous venez de dire, notamment le collège aux États-Unis ou en Europe. Comment vous faites pour un petit peu mettre en confiance ces joueurs-là pour qu'ils aillent plus loin dans la compétition? Bon, jusque-là, quand on va en Coupe du Monde, au début, parce que c'est l'expérience des filles dont je parle, la fédération ne nous donnait pas d'objectifs, mais nous-mêmes, nous nous fixons avec les enfants des objectifs. C'est-à-dire, on va dans une compétition inconnue, on ne sait pas à quoi nous nous attendions en Europe. Je me rappelle que notre première Coupe du Monde en 2010 à Toulouse, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Mais nous nous servons justement de ces expériences pour nous réaffirmer en Afrique. Parce que c'est très important de pouvoir se confronter aux meilleurs et amener cette expérience-là chez nous. C'est comme ça que ça se passe. Donc, heureusement, chaque fois, à chaque participation en Coupe du Monde, nous avons la chance de dépasser les résultats précédents. Donc, ça veut dire que nous progressons petit à petit jusqu'à ce que les U18 ou U19 pour lesquels certains ont eu la chance de jouer déjà en U17 en Coupe du Monde, alors elles arrivent par exemple à être septièmes. Et c'est le cas chez les garçons où déjà, comme Amadou l'a expliqué précédemment, ils ont joué contre les Occidentaux, contre les Américains. Donc, ça leur a permis d'aller la prochaine fois en finale tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a espoir que chaque fois qu'on a en Coupe du Monde, qu'on se confronte à une nouvelle réalité, on en tire quelques expériences pour venir aller en Afrique et puis retourner après trouver des équipes compétitives. C'est vrai que la différence de moyens est handicapante. La différence de moyens est handicapante tant que nous n'avons pas les mêmes moyens que même certains des Africains comme les Maghrébins. On peut difficilement compétir face à ces Européens-là. Vous voyez, une fois on en avait parlé, un banc garni de techniciens contre un banc de 2-3 techniciens. Donc, ce n'est pas facile. La préparation à domicile se fait. Maintenant, la fédération commence à fixer des objectifs, passer le premier tour, aller dans le dernier carré. C'est de bonne guerre, mais il n'y a pas une forte exigence compte tenu de nos moyens. D'accord. J'aimerais un petit peu rebondir sur cette réponse et notamment impliquer notre ami Mamoutou. Généralement, les équipes européennes et américaines, ils sont rodées tactiquement. Comment vous arrivez à dépasser cette supériorité occidentale pour arracher ces victoires et aller au-devant de la scène mondiale? Oui, les équipes américaines et les équipes occidentales sont rodées tactiquement, mais il faut reconnaître aussi que nos jeunes aussi sont rodés tactiquement, raison pour laquelle ils parviennent à faire face à ces équipes occidentales et les équipes américaines. Voilà, donc parce que nous travaillons, ce n'est pas seulement tactique ou technique ou physique. Je vous ai dit, nous travaillons aussi tactique et le travail tactique est très intéressant maintenant. Donc, nous exigeons vraiment des déplacements sur le terrain à nos jeunes. Donc, voilà, c'est pourquoi ils parviennent aussi à faire face. Parce que si on est bon tactiquement, techniquement plutôt et physiquement, si on n'a vraiment pas la capacité intellectuelle d'être tactique, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas faire face à ces équipes occidentales et les équipes américaines. Si nous parvenons aujourd'hui à... Oui. Mamoutou, si tu me permets un petit peu, moi j'ai eu l'occasion de voir un petit peu l'équipe malienne jouer. Vous avez un petit peu capitalisé sur le phénomène de taille pour arracher le rebond offensif, le rebond défensif et aller en course. Ça, c'est en quelque sorte, ce sont des armes que vous aviez utilisées
pour un petit peu éviter de tomber dans le jeu posé sur demi-terrain avec les systèmes de jeu, passer, couper, équilibrer les écrans et tout. Je crois que c'était une bonne stratégie. Est-ce que cette stratégie a des limites au fur et à mesure on avance dans la compétition, c'est-à-dire le 1/4, les demi-finales et ainsi de suite, ou c'est un choix délibéré et peu importe l'adversaire? Et ça dépend de l'adversaire qui est en face. C'est-à-dire, toute stratégie proposée par l'encadrement technique dépend toujours de l'équipe qui est en face. Parce que nous observons aussi nos adversaires. Donc, en fonction de la qualité du dispositif de nos adversaires sur le plan tactique, nous aussi, nous proposons des stratégies à nos jeunes. Donc, à chaque rencontre, la stratégie mise en place dépend de la stratégie proposée par l'adversaire, que ce soit sur le plan défensif et sur le plan offensif. Non, je pose la question autrement. Peut-être c'était mal posé. Les équipes occidentales, généralement, ils sont plus rodées tactiquement. Tout à fait. Alors qu'on a vu que sur les équipes africaines et plus précisément le Mali, vous avez un petit peu capitalisé sur deux facteurs. Le jeu rapide et maîtrise de rebond offensif et défensif. Est-ce que si c'est à revoir, si je vous dis, coach Mamoutou, on va refaire ce championnat du monde, qu'est-ce que vous allez à faire pour dépasser ces obstacles-là et aller vers des résultats beaucoup meilleurs? Je vois là notre collègue Mamoutou qui commence déjà à sourire. On change de joueur. Mais on change pas une équipe qui gagne. Donc ça, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Non, il y a une grosse pluie verte chez moi, j'ai changé d'ordinateur. Donc, pour revenir un peu en arrière, nos joueurs, les joueurs qui sont dans les centres, qui sont aux États-Unis, quand ils sont sélectionnés en U16, il y a énormément de camps de basket qui se font au Mali. Des camps qui viennent des recruteurs, des scouts, des Américains, Européens qui viennent faire énormément de camps ici et qui vont avec ces joueurs aux États-Unis, en Espagne. Donc, ce n'est plus comme le joueur malien qui rencontrait la Lituanie, la France, les États-Unis, qui était complexé parce qu'il est en train de jouer contre des joueurs européens et américains. Maintenant, nos joueurs jouent dans ces championnats-là. Ils jouent dans ces collèges, ils jouent contre souvent des joueurs. La dernière finale contre les États-Unis, on a un joueur qui jouait dans le même collège qu'un joueur américain. Donc aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont chez eux et ils apprennent déjà. Physiquement, on est bon. La rapidité, on est encore bon. Là où on pêche, c'est les lancers francs et les shoots à 3 points. Donc, tout à l'heure, quand ça se brouillait, la stratégie aujourd'hui que la fédération a donné une feuille de route au centre qui sera mis en application pour la saison prochaine, c'est que tous les centres mettent l'accent sur le travail des shoots à 3 points et des lancers francs. Donc, si aujourd'hui, on joue contre une équipe américaine, on les connaît déjà parce tous les joueurs sont aux États-Unis. Aujourd'hui, l'équipe de Mamoutou, qui a été championne d'Afrique U16, a été championne d'Afrique U18, a été vice-championne d'Afrique, vice-championne du monde U19. Donc, il y a une continuité qui est en train de se mettre en place. Et le challenge aujourd'hui de la fédération, c'est de dire à l'Afrique, dans 2 ans, cette équipe sera championne d'Afrique. Donc, c'est une génération qu'on est en train de pousser. Et la deuxième génération vient. Donc, tous ces efforts qui sont en train de se faire et ces joueurs maintenant qui se frottent à des championnats européens, ça les a guéris. Oumarou, aujourd'hui, quand on était en Espagne à la Coupe du Monde, on a battu pour la première fois une équipe africaine, fille, battait une équipe européenne. Mais si on n'a pas eu, on fait toute notre préparation ici. Vous voyez des filles qui jouent au Mali, des filles qui n'ont jamais joué contre, je prends, c'est la couleur de peau, qui n'ont jamais joué contre 12 filles de teint clair. Au début, il y a une petite réticence. Donc, ça a amené les coachs à donner des matchs très durs à ces filles pour montrer que quand tu joues contre une équipe européenne ou américaine, il faut être physique, il faut être rapide pour passer. Et aujourd'hui, tout le monde a intégré ça. Donc, c'est un peu cela. Si on doit refaire le match, comme j'ai dit, on change 2 joueurs
parce qu'on a vu nos points faibles, on a vu sur la durée, Mamoudou l'avait parlé, Omar l'a dit, notre staff technique n'est pas étoffé. On a un entraîneur adjoint, un kiné, un médecin et la direction technique. Il n'y a pas de préparateur mental, il n'y a pas de préparateur psychologique, on n'a pas d'ostéopathe pour que les joueurs récupèrent assez rapidement. Donc, quand on débauche beaucoup d'énergie, après, quand un joueur est émoussé ou est pris en étau par la tactique de l'autre entraîneur, c'est souvent difficile de faire revenir un autre joueur qui est déjà un peu cramé. Là, c'est des questions de moyens pour étoffer notre équipe comme les équipes des autres qui ont des diététiciens, qui ont, etc., etc. Nous, c'est vraiment la préparation physique, la préparation mentale qui fait que les joueurs vont maintenant au charbon contre les autres équipes. Merci, coach. Moi, j'étais chanceux de connaître certaines joueuses maliennes qui ont joué dans des clubs où j'ai entraîné, notamment une certaine Mimi, une certaine Djenaba que vous devez connaître. La feu follet. Oui, exactement. L'année passée, je l'avais dans mon club. Mais je crois qu'il y a une question qui a été posée très pertinente par mon collègue coach Aziz. Je vais un tout petit peu essayer de la recentrer de nouveau. C'est que quand on est un champion d'Afrique, que ce soit au niveau des filles ou au niveau des garçons, c'est de plus en plus on avance dans la compétition, de plus en plus on se dévoile. C'est-à-dire avec les moyens technologiques qui existent, avec le staff technique qui est très étoffé, il y a des analystes vidéo, il y a des statisticiens, il y a des personnes qui essaient d'étudier de vous étudier de plus en plus, c'est-à-dire de plus en plus on avance, de plus en plus on se dévoile. Est-ce que dans l'arrière-plan, vous avez des solutions à ça? Je parle de Omar et de coach Mohamed. D'accord. Je crois que sur ce plan, Mamoudou, oui, vous répondez, Mamoudou? Ok, allez-y, après je vais ajouter. En fait, il voulait savoir, si j'ai bien compris, quelles sont nos stratégies par rapport aux jeux, disons, trop tactiques des Européens, des Américains. C'est vrai que notre atout maître reste quand même notre condition athlétique, mais de plus en plus, c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer, de plus en plus, nous sommes en train aussi de faire un jeu tactique, d'étoffer le côté tactique de nos athlètes pour qu'on puisse répondre non seulement physiquement aux défis que nos adversaires nous posent, mais aussi répondre aux défis tactiques. C'est vrai, c'est un de nos péchés mignons. On ne base pas trop notre jeu sur la tactique, mais on fait quand même des stratégies qui parfois arrivent à marcher. Mais comme je l'ai dit une fois de plus, franchement, sur le plan tactique pur, les Européens sont très loin devant nous et pour les atteindre, il faut un peu de temps. Mamoudou? Oui, et pour ajouter à ce que coach Omar vient de dire, je le rejoins tout à fait. C'est-à-dire les jeunes européens et américains sont à l'avance par rapport à nos jeunes. Ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'un coach malien, un entraîneur national du Mali, joue quand même le rôle de beaucoup de personnes, quoi. Voilà ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, plus on avance dans les compétitions, plus on se fait découverte. Ça, c'est une réalité. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, nous menons aussi nos recherches vidéo par rapport à ça. Certes, on n'a pas quelqu'un qui est là pour ça, mais nous aussi, nous nous défendons par rapport à ça. On se débrouille quand même à se faire... on se débrouille quand même à connaître aussi les stratégies des autres pour pouvoir contrecarrer et mettre aussi nos stratégies en place pour pouvoir trouver la solution à ça. Donc, c'est réel, ils sont à l'avance sur nous. Et notre force, c'est notre condition athlétique, c'est une réalité qui est là. Et nous parvenons à trouver aussi des joueurs et des joueuses exceptionnels. Et voilà. Et, par exemple, je donne un exemple concret. Omar Ballo et Siriman Kanouté dans U16, U17, U18, U19 sont des joueurs phénoménaux.
Donc, ils sont capables aussi de jouer contre n'importe quel joueur. Donc, ce que vous dites, c'est une réalité. Oui. Ce que vous dites, c'est une réalité, mais il faut reconnaître aussi que nos jeunes sont intelligents, ils sont capables aussi de s'adapter. Donc, voilà, nous progressons aussi dans ce sens parce que les jeunes européens et les jeunes américains, ils commençaient très, très tôt. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, au Mali, les enfants commencent aussi très, très tôt à jouer au basket. Et quand un enfant commence à jouer très, très tôt, il va avoir la facilité de s'adapter. Donc, certes, ils sont à l'avance sur nous, mais nous aussi, nous progressons dans ce sens. Donc, nous sommes en train d'aller vers vraiment vers ces jeunes européens et ces jeunes américains-là. Donc, c'est très, très difficile dans la catégorie U16, mais arriver au niveau des U16, U18, U19, surtout en U19, ça trouve que les jeunes, la majeure partie sont à l'extérieur. Donc là, les Américains sont stratégiques, ils sont tactiques, et nous aussi, nous sommes tactiques. Il faut voir la Coupe du Monde parce que nos jeunes là sont tous à l'extérieur. Donc là, c'est le même niveau. Raison pour laquelle ils parviennent à gagner contre le Canada, contre la France et contre les autres. Si ce n'était seulement que la qualité athlétique, ce qui est sûr et certain, les jeunes n'allaient pas gagner. Là, ces points-là, il faut reconnaître aussi. Donc, voilà ce que moi j'avais ajouté sur ce que coach Oumar a dit. Ce que je veux dire aussi, nos entraîneurs aussi font des formations. Oumarou est venu du Canada il y a, je crois, 1 an et demi. Ils font des formations. Et la vidéo aujourd'hui a changé tout. La vidéo a changé tout. On a la chance d'avoir les matchs des autres équipes qu'on doit rencontrer. Et généralement, dans les catégories jeunes, on change rarement d'entraîneur. Donc, la tactique que l'entraîneur adopte… Pardon? Oui, je dirais que la stabilité du staff technique, elle garantit un petit peu la poursuite des objectifs, ça c'est clair. Voilà, en U16, en U18, et les autres, certains pays, c'est la même chose, les pays européens. Donc, les entraîneurs ne changeant pas leur système de jeu ou les mêmes joueurs changeant de catégorie. Donc, avec les vidéos qu'on a, on prépare beaucoup les matchs. L'année dernière, à la Coupe du Monde, nous, on regardait 3-4 personnes des autres équipes, les équipes européennes, devant la vidéo avec des carnets, ils notaient. Quand on passait au bord de la piscine, on les regardait, on dit, mais ces gars-là, ils bossent, hein? Ils ne dorment pas jusqu'à 3 heures du matin. Mais nous, derrière aussi, on a 1 ou 2 personnes à Bamako qui aiment le basket, qui dissèquent les matchs des autres équipes et qui font le point aux entraîneurs. Et les entraîneurs font des vidéos là-dessus. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc, depuis 2 ans, on se sert aussi de la vidéo, on se sert des statistiques des autres joueurs et on espionne aussi les autres équipes qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique était une surprise pour les gens, aujourd'hui n'est plus une surprise. Ok, Mamoudou, vous en tant que directeur technique adjoint, quelle lecture vous faites de ces résultats de vos équipes nationales au niveau des jeunes? Quelle lecture et par voie de conséquence, quelle décision pour le futur? Et après, je vais revenir un petit peu sur les statistiques. Je suis un petit peu un fan des statistiques. Jusqu'à 2017, vous êtes à 3400 licenciés. Donc, c'est déjà pas mal par rapport à une pyramide pour pouvoir par la suite avoir 12-15 joueurs compétitifs au niveau de l'équipe nationale. Là, vous êtes, bon, à mon sens, nous qui sommes à l'extérieur, on voit que ce sont des bons exploits par rapport aux moyens plus les moyens financiers. Parce que là, mes collègues Omar et Boubel, ils m'ont dit, nous, c'est le financier, on l'a oublié, on travaille sur l'humain et alhamdoulilah, ça donne des bons résultats. Vous, sur la direction technique, 3500 en 2017, des bons résultats en championnat d'Afrique, championnat du monde. Quelle lecture, quelle décision pour améliorer le produit malien? Donc, par rapport à cela, c'est vrai que la base est large. Aujourd'hui, ce qu'on a demandé aux entraîneurs, chaque entraîneur se complète. Il y a une continuité maintenant qu'on est en train de mettre en place qui n'existait pas avant. Le suivi des joueurs et des joueuses, que ce soit dans le championnat national ou ceux qui vont à l'étranger, pour voir leur plan de carrière, pour voir leur intégration dans l'équipe nationale, pour que ce soit une équipe homogène en U16, en U18, en U19 et en senior. Ce plan de carrière-là n'existait pas. Ça fait que
on pêche en équipe senior parce que le suivi n'était pas fait avant. Maintenant, il y a un suivi qui est fait au niveau des joueurs. Le plan financier, c'est vrai qu'on a pas beaucoup de moyens au niveau de la fédération par rapport aux ambitions. 3000 licenciés, c'est le vrai travail, c'est le travail des centres de formation. C'est les centres de formation qui doivent être affiliés à la fédération, qui doivent tous venir faire des licences pour les joueurs filles et garçons et qui doivent qui sont suivis par la direction technique nationale, par la direction technique de la Ligue et par la direction technique du district. Donc, c'est un travail des centres qui remonte un peu à la fédération. La fédération ne s'occupe que quand le joueur devient joueur de l'équipe nationale. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment mettre l'accent sur la formation de l'encadrement technique, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les arbitres, que ce soit les statisticiens. Et maintenant, c'est à eux de prendre cette mayonnaise-là qui est remontée des centres. Ce qui est motive aussi, c'est il y a toujours un résultat, il y a toujours une récompense qui est faite. Et le déclic, ça a été en 2007, quand les champions d'Afrique ont eu chacune une maison. Chaque joueur aujourd'hui, quand il rencontre une Coupe d'Afrique, a une récompense. Donc, c'est une grande source de motivation. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire. Et l'avenir aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'aller plus loin. On était toujours dernier. Le Mali a toujours participé à la Coupe du Monde. On était toujours dernier ou avant-dernier. Mais depuis 2 ans maintenant, on est en train de monter au-dessus de la 10e place et on est deuxième aujourd'hui sur les plans des U19. Aujourd'hui, on veut aller toujours plus loin parce que je ne vois pas, avec la palette de joueurs aujourd'hui qu'on a aux États-Unis, qu'on a en Espagne, qu'on a en France et un peu partout dans le monde, des joueuses et des joueurs qu'on suit tous les jours, je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être un jour champion du monde. C'est un objectif qu'on fixe. L'année dernière, quand on partait en Coupe du Monde, le ministre a demandé quel est l'objectif de la fédération. On a dit, monsieur le ministre, on en a marre d'être à la queue. On a une génération de joueurs qui est là en filles et en garçons. On voudrait aujourd'hui être en quart de finale. Et l'appétit venant en mangeant, on est allé en demi-finale. Donc, c'est vrai que les Européens ont tous les moyens qu'il faut, mais quand les coachs ont l'assurance d'avoir une stabilité dans le travail, ils ne peuvent que faire un travail remarquable. Avec des joueurs, on a des perles aujourd'hui sur lesquelles on compte. Ce n'est pas chaque fois qu'on aura une telle génération, mais le travail continue toujours. D'accord. Mamadou, on va retenir ça, c'est-à-dire dans 2 ans, 3 ans, on va attendre une équipe nationale senior en championnat d'Afrique pour gagner, parce que ça, c'est une continuité. Inch'Allah. Inch'Allah. Je reviens un petit peu au coach, parce qu'il y a une question de nos fans. Coach Omar, coach Mamoutou, vous êtes face à des jeunes. Et généralement, les jeunes, ils veulent du temps de jeu. Comment vous managez le temps de jeu? Il y a des joueurs qui sont là, ils mettent le maillot parce qu'ils ont envie de jouer, mais ils n'ont pas envie d'être là sur le banc de touche, boire de l'eau et attendre 1 ou 2 minutes qui arrivent pas. Comment vous gérez en quelque sorte ce versant psychologique des joueurs pour maintenir un bon esprit de groupe pour aller par la suite vers des bons résultats? Bon, le problème de la gestion des joueurs ne se pose pas en équipe nationale, heureusement. Si c'était un club, oui, il y a des sautes d'humeur, mais en équipe nationale, comme les enfants disent, ensemble pour la patrie, Mali. Donc, c'est vraiment le même objectif. Chacun, en tout cas en ce qui concerne les filles, chacune est consciente de ce qu'elle peut apporter pour la cause nationale. Donc, que tu sois sur le banc ou que tu sois sur le terrain, dès qu'on te met à jouer, si tu étais du banc, tu essaies d'apporter ce que tu peux pour compléter celles qui sont sur le terrain. Donc, franchement, il n'y a pas de saut d'ego. Moi, depuis 2008, je suis avec l'équipe des U16, U17. Je n'ai pas rencontré ce problème d'ego parce que chacune sait ce qu'elle doit faire. Et surtout, comme Mamoudou l'a signalé à un moment, on travaille énormément sur la psychologie.
psychologiquement, on essaie de leur faire comprendre que c'est vraiment une cause commune. Et pour cette cause commune, chacun n'a qu'à faire le sacrifice qu'il faut pour que la mayonnaise prenne. Donc, généralement, on ne rencontre pas ce problème-là en équipe nationale. Boubel, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, les garçons? Non, comme ils ont dit, hein, Non, je voulais dire Mamoutou, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Excuse-moi. Ok. C'est à peu près la même chose hein. Chez nous, chez les garçons, on n'a pas aussi trouvé beaucoup de problèmes par rapport à ça. Parce que dès la présélection, on fait comprendre aux jeunes que nous sommes là pour une cause commune. Et cette cause commune-là, c'est quoi? C'est le Mali. Donc, c'est le Mali qui est au-dessus de tous. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire aux jeunes, on est là prêt à mourir, mais le drapeau vert, jaune, rouge doit flotter partout au monde. Donc, les jeunes, ils comprennent cela, donc on parvient à leur manager et ils comprennent tout cela. Comme coach Omar l'a si bien dit, chacun est conscient du rôle que lui, il doit jouer voilà, dans la sélection. Sur 200, voire plus de 200 gosses, si vous vous trouvez dans les 15 d'abord, c'est vraiment c'est un privilège pour ces jeunes-là. Donc, ils sont là déjà. Même ceux qui sont, c'est-à-dire même les trois qu'on laisse très généralement, qu'on libère dans le dernier carré. Donc, et même, certes, ça fait mal, mais ils ne sont pas du tout malheureux. Donc, ils sont contents d'être là, d'être parmi les 15. Donc, c'est parce qu'on fait une préparation psychologique forte. Tous les jeunes comprennent. Au lieu de compétition, il s'agit de cela aussi. Parce qu'une chose est sûre, tout dépend du début. Voilà. Dès que l'effectif est réduit, bien avant que l'effectif ne soit réduit, tous les jeunes doivent être conscients que s'ils sont là parce qu'ils méritent d'être là. Vous voyez. Donc, ceux qui vont avoir plus de temps de jouer parce qu'ils sont dedans. Raison pour laquelle dans notre équipe-là, quand même chez les garçons, ce n'est pas 1, 2, 3 ou quelques éléments qui jouent chaque fois. C'est-à-dire, celui qui est en forme joue. Celui qui est en forme joue. Raison pour laquelle souvent vous trouverez que dans nos matchs, les leaders même changent. Les leaders changent. Voilà, parce que si vous n'êtes pas en forme, vous ne pouvez pas rester sur le terrain et jouer comme ça pour le simple plaisir de jouer. Vous êtes en forme, vous jouez. Vous donnez, vous jouez. Vous ne donnez pas, donc vous avez votre place au banc et vous devez quand même accepter d'être au banc, de jouer votre rôle d'accompagnateur ce jour-là et aider vos autres camarades qui sont sur le terrain afin que le vert, jaune, rouge flotte. Donc voilà l'idée que nous inculquons dans la tête de nos jeunes. Et depuis que nous avons commencé aussi en 2016 jusqu'à aujourd'hui, tous les jeunes qui ont eu la chance de passer voilà, dans nos différentes sélections ont toujours accepté. Voilà comment nous parvenons quand même à manager parce que nous sommes clairs dès le début avec les jeunes. Donc, ils comprennent et Dieu merci, ça marche à merveille. Tout dépend du début. Hein. Tout dépend quand les joueurs viennent déjà à l'équipe nationale. Tout dépend du début. Quand les joueurs sont en équipe nationale, c'est les directives que vous leur donnez, c'est ce qu'ils vont suivre. Si vous êtes laxiste au début, ils vont être laxistes avec vous. Je prends le cas de Mamoutou. Quand les joueurs viennent en équipe nationale, quand ils choisissent les 12, quand moi je viens en tant que direction technique à l'entraînement, je dis avant de rentrer à l'internat, je ne veux pas voir un joueur qui a des dreads, qui a des couleurs sur les cheveux. Je veux voir tout le monde coiffé à ras. Et ils le font. Il faut les marquer. Il faut montrer déjà son autorité pour qu'ils écoutent. C'est la même chose chez les filles. On ne met pas de bling-bling. On vient directement pour l'équipe nationale et on se concentre à cela. Donc, il ne faut pas rater le début. Il faut marquer l'assurance et être ferme sur certaines directives pour que les joueurs écoute, il n'y a pas de problème d'ego chez nous, il n'y a pas de problème de... Le leader, naturellement, il va se mettre, mais le jour où il fait une gaffe, on l'enlève de l'équipe automatiquement.
C'est-à-dire qu'il y a des règles drastiques où tous les joueurs doivent se soumettre à ces règles, doivent respecter ces règles. Il y a aussi un élément qui est fondamental, c'est que le pays il est au-dessous de tout le monde. Tu ne joues pas pour un club, mais tu joues pour le Mali. Si tu joues pour le Mali, il faut que le meilleur reste sur le terrain et il faut que celui qui est en méforme reste sur le banc de touche en attendant à ce qu'il ait sa forme pour pouvoir intégrer et donner le maximum de lui-même. Je crois que la philosophie du Mali est une philosophie qui est basée sur l'humain. Moi, j'ai eu la chance de visiter votre pays. C'est que vous êtes des personnes pleines de qualités, beaucoup plus humaines, des gens très simples, mais qui ont un grand cœur, puisque j'ai côtoyé des Maliens en tant que joueurs et des Maliennes en tant que joueuses et j'ai visité votre pays. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est que vous faites une très bonne détection qui s'étale sur toute l'année. Ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément, c'est que vous avez multiplié vos centres de formation. Et il y a aussi des centres de formation qui se rajoutent au niveau des clubs. Au niveau aussi des clubs, il y a aussi la formation des coachs. C'est-à-dire que vous essayez un peu de multiplier le nombre de formations pour les coachs. Au niveau de la formation, c'est une formation qui est basée beaucoup plus sur la recherche de la compétition, élever le niveau de la compétitivité des joueurs. Ma question est très simple. Combien vous avez de centres de formation au Mali? Est-ce que vous avez des centres de formation uniquement au niveau de Bamako ou aussi on peut voir d'autres centres de formation, par exemple à Tombouctou, vers le sud? Vous avez un entraîneur de Tombouctou qui est en train de rire, Oumar. Ah oui, il est de Tombouctou, lui. Il est de Tombouctou. Oui, Tombouctou, effectivement. Oh. Donc, Au Mali, effectivement, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Le basket s'est fait partout au Mali. C'est vraiment un sport que les Maliens ont aimé. Et il y a des centres un peu partout. Je ne saurais vous donner le nombre parce que je vois sur un site WhatsApp, il y a des Maliens de Washington et de Paris qui veulent aider. Ils ont répertorié un minimum de 100 centres de formation au Mali, et seulement sur le territoire de Bamako et ses environs. Ouais. Et au niveau des régions, ils ont parlé au moins de 10 centres par région. Les régions, aujourd'hui, il y a 8 régions opérationnelles. Donc, ça fait un minimum de 80 centres par région. Et puis, par région, combien de centres, s'il te plaît? On parle d'une dizaine. Dizaine par région. Et vous avez 8 régions? Oui, 8. Et même s'il y a certains, malheureusement, qui sont sur le papier, mais qui n'arrivent pas à travailler. En tout cas, il y a ce répertoire-là. Donc, 18, je vais dire, 80 au niveau des régions et une centaine au niveau des Bamako. Et combien vous avez de clubs, s'il vous plaît? Et combien vous avez de clubs? Toutes divisions confondues? Au niveau des divisions, il y a, en première division, il y a 12. Et chaque équipe est obligée d'avoir une section filles et une section filles et garçons. Il y a 8 équipes en première division. Il y a simplement au niveau de Bamako, il y a 20 à 22 équipes en deuxième division. Et au niveau de chaque région, tu trouves 3 à 4 équipes en deuxième division. Donc 8 fois 3, soit 24. Plus les 20 de Bamako, tu as donc 44. 44 en deuxième division. Et puis les 12, c'est ça, 16 plutôt en première division. Alors, avant de céder la parole à mon collègue coach, il y a un élément aussi dans votre philosophie qui est très important, qui est très essentiel. Et moi, d'ailleurs, je vous salue pour ça. C'est que vous avez dit tout à l'heure que vous développez un basket qui est très rapide, un basket athlétique, un basket qui se joue, un basket vertical, qui se base sur le côté surtout physique et rebond et rapidité et tout ça. Et vous avez soulevé tout à l'heure que, puisque vous avez remarqué qu'il y a des erreurs, qu'il y a des compartiments qu'il faut encore renforcer, à savoir le lancer franc et le tir à 3 points, c'est-à-dire que la fédération, il a toujours les yeux fermés. Il y a tout un groupe qui fait des évaluations, pour pouvoir toujours améliorer le niveau du basket malien. Est-ce qu'il y a une cellule qui se charge de ça?
ou c'est uniquement le directeur technique et son adjoint qui s'occupent de ça, qui donnent, c'est-à-dire qui font la politique, qui assoient la politique des entraînements futurs. Puisqu'on va maintenir le côté athlétique, on va maintenir le côté rapidité, ça c'est très, très essentiel pour le basket malien, ça c'est l'identité un peu malienne, mais à côté de ça, il faut que dans les centres de formation, comme vous avez dit, il faut que nous améliorons notre adresse au niveau des lancers francs et au niveau des tirs à 3 points. Qui s'occupe de ça? Au niveau de la décision technique est étoffée. Ce n'est pas que le directeur technique et son adjoint. Il y a le directeur technique, son adjoint, les 2 instructeurs FIBA et un entraîneur, ça fait 5. Et tous les entraîneurs nationaux font partie de la direction technique. Et ensuite, c'est la direction technique des ligues et des districts. Mais ceux qui réfléchissent sur les problèmes sur lesquels il faut mettre le doigt pour le futur, c'est le staff que je vous ai cité, les 2 de la direction technique plus les 3 instructeurs et tous les entraîneurs nationaux. Donc, au cours en début d'année, en début de championnat, au cours d'une réunion, on fait un brainstorming pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et chaque entraîneur, après sa campagne, doit déposer un rapport pour dire ce qu'il faut améliorer, ce qu'il a trouvé bien, ce qu'il n'a pas trouvé bien. Et chaque entraîneur fait des recommandations. C'est fort de ces recommandations qu'on fait une compilation pour donner un peu les directives par rapport au travail que chaque équipe doit faire pour l'année qui suit. Et ce travail-là est répercuté au niveau de la direction technique de la Ligue et de la direction technique des districts. C'est pour ça qu'on a vu avec tous les entraîneurs le point sur les lancers francs et sur les shoots à 3 points. C'est les rapports des entraîneurs par match, par quart-temps, par minute, par temps de jeu, les statistiques de shoots ratés. Si ces shoots rentraient, on gagnait le match. Donc, c'est avec ces recommandations-là que la direction technique donne des directives par rapport au travail qui doit se faire et par rapport au travail d'atelier que les centres doivent faire. Donc, ce n'est pas que le directeur technique et son adjoint. Je vois là qu'il y a une approche participative de la part de la direction technique, c'est-à-dire vous, le directeur technique national, et également les instructeurs FIBA, maliens, en plus des coachs nationaux. Ça fait plaisir de voir tout le monde impliqué dans cette cause technique nationale pour améliorer le produit. Aujourd'hui, pour dire, on a retenu une chose, c'est que la performance, elle ne dépend pas uniquement de l'argent, elle dépend de l'envie, de la volonté humaine d'aller vers l'avant, défendre les couleurs, travailler dans la dureté, travailler dans les conditions qui sont un petit peu inconfortables par rapport à d'autres pays, dans d'autres nations. Là, avant de conclure, je souhaite encore une dernière fois meilleurs vœux à notre ami Mamoudou Boubel pour son anniversaire aujourd'hui. Avec la coupure de courant. Ouais, tu voulais faire la paix, c'est ça. C'est visible. Hein, Allah, pourquoi pas? Donc, je vous laisse le soin de dire un dernier mot avant de clore ce webinaire qui a été magnifique, impressionnant par la qualité des réponses à nos curiosités par rapport à l'exception malienne. Je commence par le coach des filles, après c'est Tour Mamoudou et notre DT malien pour terminer le webinaire. À vous la parole, chers collègues. Et je vous remercie pour l'initiative et pour l'intérêt que vous portez au succès du basketball malien. Donc, comme vous l'avez si bien cadré, ce n'est pas un secret, c'est un engagement humain. Mais à côté de cet engagement humain, il faut aussi reconnaître que notre État fait des efforts énormes pour que nous puissions, malgré les faibles moyens dont nous disposons, de participer. Je crois que c'est la fédération qui a eu le bon flair de penser d'abord à élargir la base sélectionnable de nos équipes nationales, qui a eu le bon flair aussi de faire des formations à l'endroit des formateurs, parce que tout est parti de ça. Et aussi, donc, encore une fois, on revient à l'État qui a eu l'opportunité de faire des terrains
partout dans les quartiers, ce qui fait que, parce que le basket, ce n'est pas comme le football qu'on pouvait faire directement dans la rue. Là, il faut vraiment un minimum d'installation. Et lorsque l'État a eu l'audace de faire cela, sur proposition encore une fois de la fédération, a porté ses fruits. Mamoutou a parlé un moment des garçons qui ne viennent pas tôt au basket. Effectivement, ils ne venaient pas tôt au basket parce que c'est plus facile d'aller au foot. Et quand ils voient que ça ne va pas au foot, ils viennent au basket. Ça se faisait, mais maintenant, avec la multiplication des terrains, ils ont l'opportunité à bas âge d'aller sur le terrain. Donc, je crois qu'il n'y a pas de secret, c'est le travail, l'accompagnement de l'État et vraiment la volonté des uns et des autres de se surpasser pour que dans un domaine quand même qui s'appelle basket, que le nom du Mali soit au sommet. Oui, Mamoutou, à vous. Ok, d'abord, moi, je remercie les organisateurs de ce webinaire. C'est le lieu de vous remercier. Alors, une chose est à retenir, la performance n'est pas toujours vraiment liée aux moyens. Aux moyens, ce n'est pas toujours lié aux moyens. Il faut quand même les hommes qu'il faut. Si on a les hommes qu'il faut, les hommes qui sont engagés qui aiment ce qu'ils font. Voilà, donc là, il s'agit de cela. À un moment donné, le Mali a eu quand même des responsables qui sont engagés pour la réussite de cette discipline, qui étaient passionnés de basketball, qui ont mis tout ce qu'ils pouvaient quand même pour la réussite du Mali dans ce domaine qui est le basketball. Et aujourd'hui, c'est les hommes qui sont là, qui sont aussi des passionnés, les dirigeants de la Fédé, et aujourd'hui, les entraîneurs qui sont là, qui sont prêts à faire tout pour que le basketball, pour qu'il y ait des résultats. Donc, notre basketball, quand même, au Mali, c'est un contexte particulier. Donc, les autres, en train de voir comment nous faisons. Donc, on vous remercie franchement de l'invitation. Je me profite pour remercier la Fédération malienne de basketball, le ministère des Sports, qui ne ménage aucun effort pour nous mettre quand même dans les conditions optimales de travail. Certes, il y a beaucoup de choses restent à faire, mais nous sommes déjà sur la route. Donc, nous souhaitons quand même une bonne continuité et que Dieu nous accompagne tous. Merci. Absolument. Donc, je cède la parole à notre ami Mamoudou, le gâté d'aujourd'hui, avec son jour d'anniversaire. À vous la parole avant de terminer ce webinaire. Okay. Merci à tous. Comme je disais au début de ce webinaire, c'est bien qu'il y ait une coopération sud-sud maintenant, parce que d'habitude, on est tourné vers l'Europe. Et aujourd'hui, beaucoup de joueurs d'Afrique, de nos championnats, etc., jouent en Europe. Donc, il n'y a plus ce complexe-là qui est là. Le ministère des Sports fait beaucoup d'efforts pour les équipes nationales. La fédération, avec ses sponsors, organise un championnat national efficace de toutes les catégories. Et pour une stabilité, il faut une bonne gouvernance au niveau de la fédération pour qu'il y ait une continuité. Donc, il faut une continuité au niveau de la fédération. Nous, sur la qualité humaine, on a misé beaucoup là-dessus. On a fait des choix sur des entraîneurs qui ont fait leur preuve dans notre championnat, qui est indiscutable, parce qu'il ne faut pas choisir un entraîneur qui va amener beaucoup de discussions dans son choix. Oumarou, qui est avec nous ce soir, et son adjoint sont en place depuis 12 ans. Depuis 12 ans, ils sont entraîneurs des U16 filles et ils sont à 6 Coupes d'Afrique aujourd'hui. Donc, et pourquoi changer une équipe qui gagne? Et Elhadj Diko, qui est l'entraîneur des I-18 garçons, quand on le choisissait, il était champion du Mali et il a été 3 fois vainqueur de la Coupe du Mali. On l'a choisi depuis 3 ans maintenant. Et depuis qu'on l'a choisi, il a eu une médaille d'or chez les garçons I-18 et il a été vice-champion du monde l'année dernière. Amadou Bamba, qui est en place depuis 5 ans, quand on l'a choisi aussi, il était 4 fois champion du Mali, 3 fois vainqueur de la Coupe du Mali. L'année où il a choisi, depuis son choix, il a été 2 fois champion d'Afrique I-18
et il a été 7e à la Coupe du Monde U19. Mamoutou, quand on le choisissait, il était, ça fait 4 ans maintenant qu'il est en place. On l'a choisi parce qu'il a été 2 fois champion du Mali avec les dames. Et l'année où on l'a choisi, il nous a apporté la première Coupe d'Afrique chez les garçons en U16. Et il a été ensuite l'année qui a suivi médaille d'argent. Et avec les U17 en Argentine, il a eu une place honorable. Donc, c'est que le choix est fait sur vraiment la qualité des entraîneurs, sur leur performance sportive, sur leur expérience, sur leur intégrité, sur leur humilité et l'engagement. Comme je dis, c'est des entraîneurs qui ont un contrat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, des entraîneurs qui ont une rémunération mensuelle qui les permet de travailler tranquillement et de s'occuper de cela. Donc moi, je voudrais vous remercier pour avoir choisi le Mali pour ce webinaire. Au début, ce n'était pas facile parce que quand on dit... On a perdu Mamadou. Donc, je me permets de clore ce webinaire. C'est très intéressant. On a eu des grandes lectures. Je vous félicite, comme vient de dire le directeur technique. Pendant 12-13 ans, vous avez fait des choses magnifiques, des championnats d'Afrique. Vous êtes parti honorer l'Afrique en championnat du monde. C'est vraiment une fierté africaine. Ça ne dépend pas toujours de l'argent, ça c'est sûr. Il y a de la volonté, du travail pour dépasser tous les obstacles, en concertation, en faisant participer tout le monde. Je vous remercie encore une fois. Merci Omar, merci Mamoutou d'avoir accepté notre invitation de faire partie de ce webinaire après celui que vous avez fait avec notre collègue Marrakchi Mohamed. Je remercie également notre ami coach et grand professeur Hachem Louahidi de m'avoir accompagné durant tout ce webinaire avec ces questions qui sont tout le temps bien ciblées, ainsi de suite. En son absence, je remercie notre directeur technique du Mali, Mamoudou Boubel, et je vous souhaite bonne continuation. On a gagné des grands amis, on est toujours là pour se concerter pour le bien du basketball africain. Je vous souhaite bonne fin de soirée et à bientôt, mes amis. À bientôt. À bientôt. Merci. Je vous remercie. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci, merci beaucoup. Ciao. Ah ouais.